Nous sommes un studio de doublage et ce soir, nous vous racontons une histoire qui nous a traversé le cœur comme une lame froide. Je me souviens encore de l'odeur de la dinde rôtie. C'est bête, non, de commencer par ça, mais c'est la première chose qui me revient quand j'y pense. Cette odeur. Le thym, le beurre fondu, les pommes de terre qui craquaient dans le bas du four. J'avais passé 3 heures à préparer ce repas. 3 heures, le matin de Noël, seule dans ma cuisine, à essayer de me convaincre que cette année serait différente. Je m'appelle Mathilde, et le 25 décembre de mes 34 ans, mon père a posé une lettre de mise en demeure devant mon assiette, au milieu de mon propre repas de Noël, dans ma propre maison. Pas un mot, juste le papier, plié une seule fois, glissé sur la nappe blanche que j'avais repassée le matin même. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des moments dans la vie où le temps se fige vraiment, pas métaphoriquement, vraiment. La bougie continuait de brûler. La musique jouait encore dans la pièce d'à côté. Mon père tenait toujours sa fourchette. Et moi, je regardais ce rectangle de papier posé devant moi comme si c'était un objet venu d'une autre planète. Ma mère a souri avant même que je l'ouvre. Ce sourire, je le connais depuis l'enfance. C'est le sourire qu'elle fait quand elle est certaine d'avoir gagné quelque chose. Pas un sourire de joie. Un sourire de victoire tranquille, comme quelqu'un qui abat ses cartes et attend que les autres réalisent qu'ils ont perdu depuis le début. Elle a dit « 7 jours, Mathilde. Ta sœur mérite cette maison. Ta sœur mérite cette maison. » J'ai regardé vers le bout de la table. Ma sœur Céline était assise là, dans un pull crème, les mains croisées sur la table, les yeux baissés. Elle avait cette façon de se tenir qui donnait l'impression qu'elle attendait quelque chose, mais qu'elle n'avait pas encore décidé si elle allait l'accepter ou faire semblant d'être surprise. Je la connais depuis toujours. Je connais chacune de ses postures. Mon père avait ce regard qu'il a quand il pense que les documents feront le travail à sa place. J'ai regardé le papier, puis j'ai pris une grande inspiration par le nez, lentement, en sentant toujours la dinde et le thym, et j'ai ouvert la lettre. Notification d'expulsion. Mon nom, mon adresse, 7 jours. J'ai ri, un petit rire, juste assez pour ne pas dire ce que j'avais vraiment envie de dire, parce que j'ai su immédiatement. Pas de saut de tribunal, pas de numéro de dossier, pas de juge, pas d'huissier, juste du texte imprimé sur une feuille, avec des formulations qui ressemblaient à du juridique, mais qui n'en étaient même pas. Le genre de document qu'on peut télécharger sur Internet à 2 heures du matin, quand on est convaincu que l'autorité s'invente avec la bonne police d'écriture. J'ai posé la feuille à côté de mon assiette. J'ai dit « Qui exactement croit pouvoir m'expulser de chez moi ?» Mon père a reposé sa fourchette. Il a dit « Le propriétaire actuel ». Et voilà. C'était ça le cœur de toute la mise en scène. Ce mensonge habillé en autorité. Ma mère a tapoté le coin de sa bouche avec une serviette, bien qu'il n'y ait rien à essuyer. Ce geste inutile qui dit « Moi je reste propre dans tout ça ». Elle a dit « Tu as vécu ici suffisamment longtemps, Mathilde. Céline a besoin de stabilité. Et franchement, toi tu as déjà largement assez. Toi tu as déjà largement assez. » Cette phrase. Dieu, cette phrase. Ma famille l'utilise depuis des années comme une clé universelle pour ouvrir toutes les portes de ce qui m'appartient. Dès que quelque chose a de la valeur et que ça m'appartient, la phrase arrive. Tu as déjà assez. Partage. Sois raisonnable. N'en fais pas tout un drame. Laissez-moi vous raconter ce qu'est cette maison. C'est un pavillon de 120 mètres carrés à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Des volets bleus, un vieux tilleul dans le jardin qui sent bon en juin. Un parquet en chêne qui craque de la même façon depuis 100 ans. Je l'ai acheté il y a 5 ans, seule, avec l'argent que j'avais gagné en revendant une start-up que j'avais fondée à 28 ans après 2 années à dormir 5 heures par nuit. J'ai signé le compromis de vente un mardi matin de septembre. J'ai pleuré dans ma voiture après, mais de soulagement. Parce que c'était à moi, vraiment à moi. Personne d'autre sur l'acte. J'avais remboursé le crédit il y a 18 mois.
Le titre de propriété était dans mon coffre, à l'étage, dans une chemise cartonnée rouge que j'avais achetée exprès pour le ranger. Cette maison n'avait rien à voir avec ma famille, rien à voir avec l'héritage, avec les parents, avec Céline. Rien. Et pourtant. Céline a fini par parler. Elle a dit « Tu n'utilises même pas toutes les pièces ». Je me suis tournée vers elle lentement. J'ai dit « C'est ta théorie juridique ». Elle a rougi. Mon père a coupé court. Il a dit « Ça ne doit pas devenir laid. Ugly. C'est ce qu'ils appellent ça dans ma famille. Ugly, le moment où un mensonge doit tenir debout sans soutien. Ugly quand quelqu'un refuse de se laisser convaincre. Ugly quand la victime pose des questions auxquelles personne n'a de réponse propre. J'ai repris le papier. Je l'ai lu mot à voix haute, lentement. Le document prétendait que la propriété avait été réattribuée par accord familial et que j'étais invitée à libérer les lieux dans un délai de 7 jours pour permettre un transfert de possession en faveur de Céline Launay. Accord familial. J'aurais presque admiré l'audace. J'ai reposé le papier. J'ai dit « Vous avez vraiment cru que ça marcherait ?» Ma mère a répondu « Tu seras surprise de ce que les autorités reconnaissent quand les familles prennent des décisions raisonnables. » J'ai dit « Heureusement, on n'est pas devant les autorités. On est dans ma salle à manger. » Mon père s'est levé légèrement. Il a dit « Mathilde, tu fais toujours ça. Tu agis comme si les documents ne comptaient que quand c'est toi qui les tiens. » Cette phrase, elle a tout changé dans ma tête, parce qu'elle était trop précise, trop pensée. Les gens ne disputent pas des choses pareilles sur le moment, dans la chaleur d'une dispute. Ils les disent quand ils les ont répétées, quand il y a eu une conversation avant. Plusieurs peut-être. Mon père avait cherché des formulaires. Ma mère avait choisi le moment. Céline s'était assise là à attendre ma réaction, comme si la maison allait changer de main par épuisement émotionnel, si je me sentais suffisamment seule. J'ai regardé les assiettes que j'avais disposées moi-même, les bougies que j'avais allumées, la dinde que j'avais payée, la tarte qui refroidissait dans la cuisine. Puis j'ai dit « Vous m'avez apporté une lettre d'expulsion à mon repas de Noël, dans ma propre maison. » Ma mère a haussé les épaules. Elle a dit « On a pensé que c'était plus délicat que de le faire par courrier. » Là, j'ai compris quelque chose d'important sur ma famille. On peut être cruel et se sentir civilisé en même temps. Il suffit de choisir le bon emballage. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une gorgée, puis j'ai dit « Qui a rédigé ce document ?» Silence. Bien sûr. Parce que cette question-là est plus dangereuse que la colère. La colère, on peut la raconter. La colère, on peut la survivre, l'instrumentaliser, la retourner. Mais l'auteur d'un document, l'auteur s'amène quelque part de concret. Céline a tendu la main vers la bouteille de vin. Sa main tremblait légèrement. Elle a dit « Ça n'a pas d'importance ». J'ai dit « Si, ça en a beaucoup ». Mon père s'est levé complètement. Il a dit « On devrait peut-être y aller ». Bien sûr. Maintenant qu'on veut partir. Maintenant que le papier n'a pas produit l'effet escompté. Maintenant qu'on risque de rentrer dans le détail. Partir avant que les questions deviennent précises. Avant que la panique se voie vraiment. Je me suis levée aussi. Et c'est là que quelqu'un a frappé à la porte. 3 coups. Lents. Pas le genre de coup qu'on frappe quand on vient souhaiter de joyeuses fêtes. Tout le monde à table a regardé vers le couloir. Mon père s'est immobilisé à mi-chemin. Ma mère a eu une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Pas de la peur encore. Quelque chose entre la peur et la reconnaissance. Comme si elle savait ce que c'était avant même que j'ouvre la porte. Ça m'a intéressée. Je suis allée ouvrir. Ma voisine, Madame Ferrand, 68 ans, manteau de laine bordeaux, écharpe plaide, lunettes à monture dorée, se tenait sur le perron avec une enveloppe scellée dans la main. Derrière elle, garé le long du trottoir, un véhicule de coursier, moteur allumé. Elle a regardé par-dessus mon épaule dans la salle à manger. Elle a dit « Je suis désolée de déranger, ma petite. » Le coursier cherchait un certain Richard Launay. Je lui ai dit que malheureusement je le connaissais. Puis elle a tendu l'enveloppe, pas vers moi, vers la table derrière moi.
Mon père avait suivi dans le couloir. Madame Ferrand l'a regardé directement. Elle a dit « C'est pour vous », avec signature requise. Mon père n'a pas bougé. Alors j'ai pris l'enveloppe. Au dos, le nom de l'expéditeur. Cabinet Mercier et Blanc. Conseil en droit immobilier. Et tamponné en rouge en bas de l'enveloppe, les mots urgents. Avis de fraude titulaire. Je me suis retournée vers mon père. Pour la première fois de la soirée, il n'avait plus une seule ligne toute prête. J'ai ouvert l'enveloppe à la tête de la table. Il a dit « N'ouvre pas ça ». La première chose utile qu'il ait dite de la soirée. Parce que les gens ne disent pas « N'ouvre pas ça » quand il n'y a rien à cacher dedans. À l'intérieur, une lettre sur papier épais à en-tête du cabinet Mercier et Blanc. Derrière, une copie d'un dossier de titre, 3 pages d'annexes et une demande de conservation de preuves. En haut de la première page, en noir, sans fioriture. Avis de tentative de transfert frauduleux de propriété. 422 rue des Lilas. Mon adresse. Ma mère s'est levée trop vite. Elle a dit « Mathilde, c'est privé ». J'ai dit « Ma maison aussi ». Puis j'ai lu à voix haute. L'avis indiquait qu'à 14h43 ce jour-là, un acte de cession avait été présenté pour examen au service de vérification de titres, prétendant transférer la propriété de Mathilde Launay vers Céline Launay pour considération familiale et réattribution résidentielle convenue. Je me suis arrêtée là. J'ai regardé ma sœur. Céline était blanche. Elle a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Personne n'a répondu. J'ai continué à lire. Le dépôt avait été signalé avant enregistrement parce que la signature supposée du cédant, c'est-à-dire moi, ne correspondait pas au document de titre antérieur ni à l'attestation de remboursement dans la chaîne de titres existante. Le notaire mentionné portait un sceau actif, mais l'examen avait identifié des irrégularités suffisantes pour placer le dossier sous revue fraude immédiate et notifier la partie déposante. Partie déposante, Richard Launay. Mon père, pas ma mère, pas Céline, lui. J'ai levé les yeux. J'ai dit « Tu as déposé un acte sur ma maison ». Il n'a pas nié. Il a juste essayé de réduire la taille de la chose. Il a dit « Il n'était pas encore enregistré. Il était en cours d'examen ». Cette réponse, cette tentative de distinguer entre voler quelque chose et être en train de voler quelque chose. Ma mère est intervenue aussitôt. Elle a dit « On corrigeait simplement la situation de propriété ». J'ai dit « Il n'y a pas de situation de propriété. Il y a un titre. Il est à mon nom ». Céline a regardé mon père, puis l'enveloppe, puis de nouveau mon père. Elle a dit « Tu m'avais dit que c'était réglé ». Ma mère a durci le visage. Elle a dit « Parce que ça aurait dû l'être ». Et là, cette phrase a répondu à plus qu'elle ne voulait dire. Parce que le plan ne datait pas du matin. Pas de la semaine, peut-être de bien plus loin. Ils avaient déjà bougé des papiers. La lettre d'expulsion n'était pas la première tentative, c'était le plan de secours. J'ai pris la copie de l'acte joint. 2 pages. Mon nom tapé sous la mention cédant, celui de Céline sous bénéficiaire. Et en bas, une ligne de signature qui était censée être la mienne. Ce n'était pas ma signature. La mienne monte fort sur le M et dérive vers la droite. Celle-là était lente, prudente, raide, exactement comme les signatures de falsifiées quand quelqu'un a étudié les lettres, mais pas la pression, pas le geste, pas l'habitude d'un mouvement fait des milliers de fois sans y penser. J'ai dit « Ce n'est pas ma signature ». Ma mère a fermé les yeux une demi-seconde. Ça suffisait. Derrière la lettre principale se trouvait une demande de conservation de preuves. Le cabinet Mercier et Blanc ordonnait à la partie déposante de conserver tous les projets d'actes, les documents notariaux, les échanges par message ou par email, les versions antérieures et les preuves d'identité utilisées dans le cadre de la tentative de transfert. Il était également indiqué que toute tentative de déloger l'occupante actuelle, moi, sur la base de l'acte non enregistré, engagerait une responsabilité supplémentaire. J'ai posé la page à côté de la lettre d'expulsion ridicule. Et soudain, la soirée entière prenait un sens complet. La lettre d'expulsion n'était pas la première manœuvre, c'était le filet de sécurité. Le plan B quand le plan A, le transfert de titre,
C'était bloqué. Céline a regardé mes parents. Elle a dit « Cette lettre d'expulsion, c'était basé sur ça ». J'ai dit « Oui ». Elle a regardé mon père. Elle a dit « Tu m'avais dit que c'était légal ». Mon père a serré la mâchoire. Il a dit « Ça l'aurait été ». Voilà, pas une erreur. Pas un malentendu de famille à Noël avec un peu trop de vin et de mauvaises décisions. Une intention. Il avait cru que s'il allait assez vite, la loi arriverait trop tard. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro sur la lettre. Un homme a décroché à la deuxième sonnerie. J'ai dit « Cabinet Mercier et Blanc. Je m'appelle Mathilde Launay. Je tiens votre avis entre les mains. Mes parents sont présents. » Une pause. Puis il a dit « Mettez-moi sur haut-parleur, Madame Launay. » Je l'ai fait. Il s'est présenté. Maître Blanc. Puis il a posé une seule question, nette et directe. « Madame Launay, avez-vous signé ou autorisé un acte de cession, un transfert familial ou une procuration concernant la propriété 682 rue des Lilas en faveur de qui que ce soit ?» J'ai dit « Non ». Il a dit « Merci. Pour le dossier, votre réponse est conforme à notre examen préliminaire des titres. » Mon père a dit « Vous outrepassez votre rôle. » Maître Blanc n'a pas répondu à ça. Il a dit « Madame Launay, nous identifions également un instrument antérieur dans l'historique des dépôts concernant ce bien. Ma mère s'est arrêtée de respirer. Je l'ai senti avant de le comprendre. J'ai dit « Quel instrument antérieur ?» Maître Blanc a marqué une pause, juste assez longue pour que ma mère pose les deux mains à plat sur la table. Puis il a dit « Un acte de cession au nom de votre père a été rédigé en premier, avant l'acte au nom de votre sœur. Un acte au nom de mon père. » Pas de Céline, de lui. Céline n'avait jamais été le plan principal. Elle était la face présentable, le visage qui rendait la chose émotionnelle plutôt que stratégique. La sœur qui a besoin de stabilité, qui mérite quelque chose, qu'est-ce que tu peux lui refuser? Mais la vraie première manœuvre, c'était mon père qui essayait de mettre ma maison à son propre nom. J'ai regardé mon père. J'ai dit « Tu ne lui donnais pas. Tu l'as garé chez elle en attendant. » Personne n'a répondu. Maître Blanc a continué. L'acte initial prétendait transférer le bien de Mathilde Launay à Richard Launay au titre de remboursement familial et soutien patrimonial. Il n'était pas enregistrable en l'état, pour les mêmes problèmes de signature. Il a été préservé parce qu'il avait été soumis avec des documents d'identité joints. Des documents d'identité. J'ai demandé lesquels. Il a dit une ancienne copie de votre permis de conduire, un avis de taxe foncière et un relevé de consommation. J'ai ri. Froid, bref. Un seul son. Parce que bien sûr, un vieux permis. Le genre de choses qui traînent dans les affaires familiales depuis des années. Le genre de document qu'on laisse quelque part sans y penser parce qu'on fait confiance aux gens autour de soi. Le genre de confiance qu'on donne sans même le formuler parce qu'on n'imagine pas qu'on en ait besoin. Maître Blanc a terminé. Madame Launay, conservez la lettre d'expulsion, l'enveloppe et tous les messages de vos parents ou de votre sœur mentionnant un transfert, un accord ou une autorisation concernant ce bien. Aucun acte ne sera enregistré. Aucun changement de titre ne sera reconnu. Toute nouvelle tentative de vous déloger aggraverait considérablement la situation. Ma mère a dit « aggraver pour qui ?» Maître Blanc a dit « pour ceux qui ont falsifié la signature de la propriétaire ». Silence. Complet. Propre. Le genre de silence où on entend la cire des bougies fondre. La musique s'était arrêtée à un moment. Je ne savais pas quand exactement. Les carottes avaient refroidi dans le plat. Le vin de Céline était resté intact, et mon père, qui était entré dans ma maison avec une lettre d'expulsion comme accessoire de théâtre, se tenait au bout de ma table sans plus rien à dire. La ligne a raccroché. Mon père a regardé mon téléphone, comme si l'avocat était encore à l'intérieur et qu'on pouvait encore négocier. Puis, il s'est tourné vers moi. Il a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Pas de désolé, pas d'explication, des termes, comme si on était en train de conclure une transaction. J'ai regardé la nappe blanche que j'avais repassée le matin, les bougies
que j'avais choisie chez un caviste de la rue Mercière, parce qu'elle sentait la cire d'abeille et non la paraffine. La dinde que personne n'avait vraiment mangée. La tarte dans la cuisine. J'ai dit « Je veux que vous partiez de chez moi ». Ma mère a dit « Mathilde ». J'ai dit « Maintenant ». Céline s'est levée la première. Ça m'a surprise. Pas parce qu'elle avait soudainement trouvé une conscience morale, plutôt parce qu'elle avait compris avant eux deux que la pièce avait changé. Ce n'était plus une pression familiale. C'était des preuves sous un éclairage de fête. Mon père a repoussé sa chaise trop fort. Le bois a raclé le parquet. Il a dit « Tu as toujours choisi les étrangers plutôt que ta famille ». J'ai dit « Je choisis les documents plutôt que les gens qui mentent ». C'était la dernière phrase de la soirée. Ils sont partis en 12 minutes. Ma mère a oublié ses gants. Céline a laissé son verre de vin à moitié plein sur le buffet. Mon père n'a pas repris la lettre d'expulsion, ce qui m'arrangeait, parce que je l'ai glissée dans une pochette plastique protectrice avant même de débarrasser les assiettes. J'ai encore passé 1 heure dans la cuisine ce soir-là à ranger seule. J'ai mis la musique, pas du jazz de Noël, quelque chose de plus long, de plus calme. Et j'ai pensé à tous les repas de famille où j'avais repassé la nappe le matin, préparé les plats, mis le couvert, en espérant que cette fois serait différente. Cette fois serait normale. 3 semaines plus tard, l'acte de cession au nom de mon père a été rejeté par le service de vérification de titres. L'acte au nom de Céline n'a jamais abouti. Le notaire mentionné sur les 2 documents a dû expliquer pourquoi le registre de son étude ne correspondait pas à la chaîne de documents soumise. L'avocat de mes parents a cessé d'utiliser l'expression malentendu familial une fois que les emails évoquant le délai de 7 jours sont apparus dans le dossier préservé. Céline a passé le reste de l'hiver à dire à tout le monde qu'elle n'avait rien signé, ce qui était peut-être à moitié vrai. Mon père a appris qu'assembler un vol en plusieurs étapes ne le rend pas plus propre. Ça le rend juste plus facile à reconstituer dans l'ordre. 2 jours après Noël, j'ai changé les serrures, puis le code de l'alarme, puis toutes les autorisations de courrier liées à la propriété, puis les paramètres d'alerte de titre qui notifient par SMS dès qu'un document est déposé au nom de l'adresse. Ce n'était pas la vengeance. C'était simplement mettre des portes là où il ne devrait jamais y en avoir eu besoin. Ce repas de Noël, je n'y pense plus avec de la colère. Je n'y pense plus vraiment avec de la tristesse non plus. Plutôt avec cette sensation étrange de quelque chose qui a définitivement trouvé sa forme. Comme quand une photo floue se met enfin au point et qu'on réalise qu'on n'a pas envie de regarder ce qu'elle montre, mais qu'on ne peut plus prétendre ne pas l'avoir vue. Ils m'ont apporté une lettre d'expulsion dans ma propre maison à Noël. Ce qui les a détruits, ce n'était pas ma colère. C'était l'enveloppe scellée, les drafts préservés et le moment où leur version a dû tenir debout devant un vrai dossier. Elle n'a pas tenu. Parfois je passe devant le tilleul dans le jardin et je pense à ce matin-là de septembre où j'avais signé les papiers et pleuré dans ma voiture. Je me dis que j'aurais pu pleurer pour une autre raison. Que si tout s'était déroulé autrement, si j'avais été moins vigilante, moins formée à lire les documents, moins habituée à poser les questions inconfortables, j'aurais peut-être cru à cette lettre. Peut-être que pendant quelques heures, j'aurais cru. Et c'est cette pensée-là qui me reste. Pas la fierté d'avoir gagné, juste la conscience froide que la confiance familiale peut devenir une arme dans les mains de quelqu'un qui a décidé qu'elle lui appartenait.